Dans cette séquence, nous allons montrer que le cerveau est un organe fragile à préserver. Nous allons montrer dans un premier temps l'une des caractéristiques du cerveau connue sous le nom de plasticité cérébrale. Des chercheurs se sont demandé si l'apprentissage d'une nouvelle tâche pouvait modifier l'organisation du cortex moteur. Ils ont entraîné un groupe de singes à saisir des croquettes de nourriture sur un petit plateau à l'extérieur de la cage, alors qu'un autre groupe devait saisir les croquettes sur un plateau bien plus grand. Avec les grands plateaux, les singes peuvent saisir les croquettes avec l'ensemble de la main, alors que sur les petits plateaux, les singes ne peuvent saisir les croquettes qu'avec un ou deux doigts. Dans les résultats qui sont présentés ici, les chercheurs ont établi les cartes motrices correspondant à la main au niveau du cortex moteur du cerveau. Cette première carte concerne l'organisation des aires motrices de la main chez les singes entraînés avec un grand plateau. Les figurés bleues correspondent à la représentation du poignet et de l'avant-bras au niveau du cortex moteur. En rouge, on retrouve les zones du cortex moteur impliquées dans la motricité des doigts. On peut donc dire que chez les singes entraînés avec un grand plateau, c'est surtout le poignet et l'avant-bras qui occupent un territoire important de l'aire motrice de la main. Cette carte motrice est identique à celle d'un groupe de singes témoins n'ayant pas participé à l'expérience. Voyons maintenant la carte motrice de la main chez les singes entraînés avec un petit plateau. Ce que l'on constate, c'est que les zones en rouge impliquées dans la motricité des doigts ont considérablement augmenté dans le cortex moteur de la main. Cela signifie qu'il y a eu au cours de l'apprentissage un remodelage des voies nerveuses impliquées dans la motricité des doigts. Dit autrement, davantage de neurones sont recrutés pour assurer une motricité plus fine, plus précise des doigts. C'est un processus connu sous le nom de plasticité cérébrale ou plasticité neuronale. L'AVC est un accident vasculaire cérébral qui peut affecter certaines parties du cortex moteur ou du cortex sensoriel par exemple, et entraîner la paralysie ou l'absence de sensibilité de certaines parties du corps. On présente ici une série d'autoportraits réalisés par l'artiste Anton Rederscheid dans les années qui ont suivi son AVC. Son premier autoportrait, réalisé peu de temps après son AVC, montre la faible perception qu'il a de lui-même. C'est une conséquence de la destruction par l'AVC des zones cérébrales impliquées. Dans les années qui suivent sa convalescence, on constate que l'artiste a recouvré progressivement ses capacités cérébrales. Or, on sait que les lésions cérébrales provoquées par un AVC sont irréversibles au niveau de la zone touchée. Pour expliquer les capacités retrouvées, il faut donc considérer que d'autres zones du cerveau initialement impliquées dans des tâches différentes ont été réaffectées à la réalisation des tâches initialement prises en charge par les zones touchées par l'AVC. C'est une preuve supplémentaire de la plasticité cérébrale ou plasticité neuronale. L'étude des réseaux de neurones montre leur capacité à développer de nouvelles connexions synaptiques lors de l'apprentissage et leur stabilisation lorsque la tâche réalisée se répète dans le temps, ce qui permet de remodeler les réseaux de neurones et leurs tâches associées. C'est aussi ce mécanisme de stabilisation synaptique qui explique le processus de mémoire et qui doit nous inciter à faire travailler notre mémoire en sollicitant notre activité cérébrale. Si l'apprentissage permet de développer notre cerveau, l'usage des drogues a souvent au contraire un effet négatif. L'expérience qui est réalisée ici est celle qui a permis de découvrir les zones du cerveau associées au plaisir. On a introduit une électrode de stimulation dans une zone du cerveau du rat. Dans sa cage, le rat dispose de deux pédales. Lorsqu'il appuie sur la première pédale, il reçoit une petite dose de nourriture, mais s'il appuie sur la deuxième pédale, il entraîne l'activation de l'électrode implantée dans son cerveau. On s'est rendu compte que finalement, le rat passait son temps à activer l'électrode en oubliant complètement d'appuyer sur l'autre pédale pour s'alimenter, et qu'il finissait par mourir de faim. Les chercheurs ont considéré que le fait d'appuyer sur cette pédale devait être un grand plaisir pour le rat, capable de lui faire oublier de manger. Ils ont donc cherché à montrer qu'il existait dans le cerveau une zone du plaisir. Ici, on étudie grâce à des IRM fonctionnels les zones du cerveau qui sont actives lors de sensations de plaisir. Ce plaisir peut avoir différentes origines, il peut s'agir d'un plaisir lié à la sexualité ou tout autre type de plaisir, par exemple celui de recevoir une récompense. Les zones colorées qui apparaissent sur l'IRM correspondent aux circuits de récompense. Les circuits de la récompense sont constitués du noyau accumbens et de l'aire tegmentale ventrale. Quand on étudie l'activité des neurones dans ces deux zones, et en particulier dans la zone de liaison entre l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens,
constate que la consommation d'une récompense déclenche une libération de dopamine, un neurotransmetteur. C'est en particulier la dopamine, mais aussi la sérotonine, qui procure cette sensation de plaisir. Les personnes qui consomment des drogues recherchent certaines sensations qui leur sont agréables. C'est le cas pour la cocaïne, l'héroïne, le LSD, les amphétamines, l'ecstasy ou le cannabis, ou tout simplement la nicotine de la cigarette. Le LSD est une drogue psychotrope tirée d'un champignon parasite qui pousse sur le seigle. Sa consommation a accompagné le mouvement hippie et le mouvement psychédélique. Le LSD est responsable d'hallucinations visuelles. Il existe une analogie structurale entre la molécule de LSD et la sérotonine, un neurotransmetteur naturel du cerveau, expliquant le mode d'action du LSD et pouvant entraîner des lésions irréversibles au niveau du cerveau. La consommation d'ecstasy, prisée dans les milieux de la fête et en particulier les discothèques, conduit à un épuisement des neurones dans leur capacité à produire et libérer de la sérotonine. Cet épuisement en neurotransmetteurs est responsable de ce que l'on appelle la chute ou bad trip, qui peut entraîner le consommateur dans une spirale de dépression, pouvant dans certains cas donner des idées suicidaires. En effet, l'équilibre en sérotonine est important dans la gestion de nos humeurs. C'est un neurotransmetteur par exemple qui est ciblé par certains antidépresseurs. Enfin, la prise de cocaïne a elle aussi des effets sur le fonctionnement de notre cerveau, par exemple sur les sécrétions de dopamine que l'on a vu impliquées dans les circuits de récompense. Chez le consommateur régulier de cocaïne, il existe une accoutumance à la drogue qui impose d'augmenter les doses pour ressentir les mêmes effets. Les dégâts causés au cerveau n'en sont que plus grands et peuvent mener à une overdose fatale. On montre ainsi à quel point le cerveau est un organe fragile à préserver.